Me revoilà, me revoilà. Alors, touc. Voilà. J'en ai profité pour aller me chercher aussi une petite laine. Parce que mes aïeux, comment j'ai trop froid. J'ai trop froid. Et ça continue de neiger, moi. J'avoue, j'allais peut-être faire de la luge avec FJ Coin Coin, moi. On n'est pas loin quand même de la luge, là. Hein. Non, mais... Ah là là. Alors, on vient de finir l'Art Nouveau. Yeah. On vient de finir l'Art Nouveau et on va passer donc à l'Art Déco. Bonjour le chat. Tu veux parler aux gens? Tu veux boire de mon verre d'eau? Tu veux boire de mon café? On n'a pas besoin. Je t'assure que tu n'as pas besoin du café. C'est ça. Mets tes petites fesses là. Voilà. Elle est sage. Donc l'Art Déco, ça suit quasiment directement l'Art Nouveau. Donc il y a des problématiques du coup qui sont similaires, notamment un besoin de mettre en avant les métiers d'art, l'artisanat, en fait, vraiment ce que la main est capable de faire. On en a marre des machines, on a peur d'ailleurs que les machines nous remplacent, en mode Terminator, tu vois. J'imagine bien, putain, on devrait faire un Terminator en mode fin 19e siècle, tu vois, avec en mode ça pourrait faire un super film steampunk, je trouve. Bref, remarque steampunk, c'est plus trop à la mode peut-être. Donc en tout cas, on a peur des machines. Plus sérieusement, les machines effraient parce que il y a c'est pas encore l'aspect intelligence artificielle, mais on n'est pas loin. Il y a cette crainte que la machine remplace le travail des hommes. Et du coup, il y a cette petite envie de montrer à la machine que ouais, ok, t'es gentil la machine, mais le savoir-faire, c'est nous qui l'avons. Ça, c'est oui, évidemment. Évidemment, parce que la machine reste un outil. Et encore, je dis ça, mais c'est pas des gens qui étaient opposés à l'utilisation des machines. C'est juste que ils avaient besoin de mettre en avant leur savoir-faire au-dessus de ça. Enfin, en gros, de pas faire quelque chose complètement avec une presse, non, bois pas mon verre d'eau, casse-pied. Voilà, avec une presse qui te fait des meubles cash comme ça, mais de dire la machine, en fait, c'est un super outil qui va nous aider, nous, les créateurs, les créatifs, à faire des choses. Voilà. C'est un petit peu c'est le débat, quoi. Mais c'est encore une fois, c'est toujours la question du débat. La machine appelle l'homme appelle la machine, le présentiel appelle le numérique après le présentiel, enfin, voilà. Ces choses-là, quoi. J'adore l'idée de film. Mais oui! Mais franchement, le Terminator steampunk, le Thermipunk, non, franchement, on peut. Avec une vieille... Franchement, je dis... Voilà, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il faut aimer le steampunk. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que ça fait très... Enfin, ça fait très imaginaire steampunk. C'est saut 2000. Oui, bah voilà, c'est pour ça que je dis on n'est plus... Voilà. On pourrait faire du néo-steampunk. Et ouais. Le néo-steampunk, tu as pensé ça? Et ouais. Hey. Hein, t'as rien à dire là? Eh ben ouais. Attends, je vais aller écrire un scénario, je vais le proposer et on en reparle. Ok? Donc voilà. Et cet art déco, c'est pareil. 2020, c'est l'heure du cyberpunk et de la synthwave. Mais on est en 2021, la faucheuse là. Ouais, faut que tu suives un peu. Non, j'avoue, je suis très fan de synthwave aussi. J'adore la synthwave. Et cyberpunk, hein, on fait un peu ce qu'on veut, hein, parce que de toute manière, notamment le jeu, il a pas très bien plu, donc voilà. Donc moi je dis le revival, je veux du néo-steampunk. Hein, voilà. Donc on va faire du steampunk. Et tant que moi, Defecator, il a le masque steampunk, on reste dans la tendance. Voilà. Oui, je chipote. Bien sûr que je chipote. J'adore chipoter.
quand même. Mais oui, c'est normal, je suis une prof, alors forcément je chipote. C'est mon boulot de chipoter. Quand même. Donc bon. Il est bloqué dans les années 2000 lui aussi. Ça c'est l'apanage des personnes âgées comme nous. Voilà. Des personnes de plus de 30 ans. Nous, on est des vieilles personnes hein, maintenant. C'est comme ça. Voilà. Ouais, je trouve ça très rigolo là dans cette scène, le côté... Alors, parce que je trouve très drôle en général dans l'art déco, c'est le côté un peu peau de panthère. C'est toujours très drôle. Il était très fan de la peau de panthère, enfin du motif peau de panthère. Et je ne te parle même pas de l'ami du bon goût. Je suis une très grande fan de l'ami du bon goût. J'adore son accent, j'adore... Enfin, il me fait triper. Le chat, tu peux arrêter de me mordre? J'ai la main sur la souris, elle me mord. Eh, viens là. Oust. Va sur ton nanan et va téter ton nanan. Non mais... C'est fou ça, on n'est même pas respecté chez soi. Alors que je lui donnais du pâté. Je suis même plus étonnée. Mais oui, mais l'ami du bon goût, quoi. Il est fantastique. Si vous connaissez pas Defecator, allez voir les vidéos Defecator. C'est encore plus dans cette période de crise sanitaire où les fake news, ça va très très vite. Defecator. Voilà. C'est très très pratique. Plein de tutoriels pour vous aider à analyser le discours médiatique, enfin le discours de manière générale. Mais on parle pas forcément des figures de style, ça c'est plutôt... je n'arrive jamais à dire son nom. C'est Viktorovitch, Clément Viktorovitch, je suis désolée, j'admire son travail, mais je galère à chaque fois à dire son nom. Viktorovitch, je suis désolée. Donc, il est fantastique et je m'excuse. Voilà, je galère à dire son nom. Il y a plein de bons tutos. Ouais, Defecator, il y a des tutos génial. Ah, purée, il y a une poil de chat là. C'est chiante. Oui, c'est ça. Viktorovitch, c'est ça? Pour moi, c'est Clément Viktorovitch. Et parfois, j'ai envie de l'appeler Victor Viktorovitch. Je trouve que ça aurait été un très badass de la part de ses parents s'il l'avait appelé Victor Viktorovitch. Enfin, ça aurait été des trolls, mais ouais, c'est ça, avec Clément Viktorovitch, ouais. Donc, pareil, regardez les vidéos de Clément Viktorovitch, c'est extrêmement intéressant. Son analyse du discours politique. C'est très, très brillant. Voilà. Putain, mon café est déjà froid, c'est fou, ça. Alors, donc, notre art déco a un besoin de créer des choses, de faire mieux que la machine, avec l'aide de la machine, et de créer vraiment des productions très belles, très... là, on est vraiment... l'art déco, ça se destine vraiment à une clientèle très, très aisée. Alors que c'est vrai que l'art nouveau, je vous disais que c'était destiné en fait à des personnes aisées. Il y a eu des tentatives, notamment des gens comme Gallet ou autres, de faire différentes gammes de mobilier, donc du super haut de gamme et voilà, pour que dans une démarche pas forcément hyper humaniste, mais en gros, ils partaient du principe que l'art s'adresse à tout le monde. L'art déco, c'est pas qu'ils ne pensent pas à ça, c'est juste que ils créent clairement des produits de luxe. C'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de fait social hein, derrière la production art déco, c'est une production luxueuse qui s'adresse vraiment à des grands collectionneurs, à des créateurs de mode, notamment, vous avez Jeanne Lanvin, enfin voilà, Lanvin, on aurait qui d'autre, Jacques Doucet qui à l'époque était aussi, qui était un grand nom à l'époque autour à la fois de la collection, de la mode, etc. Mais on retrouve vraiment, il y a l'univers de la mode, des créateurs de mode, même quelqu'un comme Chanel, elle faisait appel à des grands noms de créateurs pour soit décorer ses salons pour les clientes, pour qu'elles viennent essayer notamment les vêtements ou autres. Aussi pour son intérieur en personnel. Enfin, il y a vraiment ce lien très fort entre les décorateurs et ce monde de la mode, ce monde du luxe, cet univers très très fermé.
C'est-à-dire que c'est pas énormément de personnes, hein, l'art déco, ça va vraiment couvrir hein, cette sorte de microcosme. Hein. C'est une petite société en fait, mais vraiment qui faisait partie vraiment de cette société artistique. C'est pas dominant, mais ça faisait partie des noms les plus importants de l'époque. Hein. Vraiment, vraiment. Et donc les formes de l'art déco par rapport à l'art nouveau, donc on a encore de la courbe, hein, sauf que autant dans l'art nouveau ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens, avec une très grosse inspiration végétale, florale, etc. L'art déco, c'est de la forme géométrique. On ramène tout à une forme de simplicité géométrique et on va pas partir dans des courbes et contre-courbes, etc. C'est vraiment... il y a de l'arrondi, il y a de la courbe, mais c'est très... Oui, géométrique, j'ai pas d'autres mots. Hein. Vraiment, c'est celui qui correspond le mieux. Hein. Et ici, donc, ce qui fait... Ah, j'ai un petit doute. Mais lumière, ça peut... Non, gno. Alors, j'hésite. J'hésite entre... Là, Ah, je sais pas si vous voyez, du coup... si, là, le truc, on voit la date, hein, et là, mais je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça, le truc. Non, bah, c'était l'autre. Non? Oh là là, dis donc. Oh, la honte. C'est quoi, ça? C'est ça? Ah ouais, bah oui. Je l'avais pas vu. La honte. Voilà, là, par exemple, on a... Effectivement, là, en termes de... C'est complètement ça. T'as des formes géométriques. Sûrement là, de la belle matière. Je sais pas c'est quoi, si c'est de la pierre... mais on retrouve du beau matériau et aussi en général un goût d'aplat de couleurs. Donc tout à l'heure je déconnais autour du motif panthère, on a un goût de motif imprimé très, très présent, mais on a aussi un très grand goût de ce qu'on appelle l'aplat de couleurs, donc vraiment des meubles qui peuvent être d'une seule couleur ou alors de grandes plages de couleurs avec pas forcément énormément de couleurs. Vraiment, là par exemple sur l'horloge, on en a que 2. Alors, oh, c'est dommage, on voit pas très bien. Alors, pendule de Clément Rousseau, ébène, galucha et nacre. D'accord, donc on a l'ébène, la nacre, je sais pas trop où elle est. Elle est peut-être là dans pour la pendule. Le galucha, c'est c'est de la peau de squale en fait. C'est une sorte de parchemin. Donc utilisé que ce soit pour faire des livres, faire des parchemins, soit pour recouvrir du mobilier. J'avais lu une fois quelqu'un qui disait que dans l'univers médiéval fantasy, l'art déco est l'art des nains et l'art nouveau se disait ça me fait rire. Bah ouais. Bah on peut voir ouais bah si on devait mettre un style, je suis complètement d'accord parce que quand tu regardes dans le Seigneur des Anneaux, tu regardes les motifs des bijoux et tout, c'est beaucoup d'entrelacements de motifs sinueux. Enfin, tu vois, c'est plein de beaux motifs ajourés qui partent très souvent plus dans des motifs naturels. Bah, voilà, en plus, c'est les elfes. Et quand tu regardes, notamment lorsqu'on passe dans tout ce qui est l'univers des nains, c'est des motifs simples, très géométriques. Rien que là, le pied de cette pendule-là, tu peux tout à fait en faire un petit motif là de tiare pour une petite couronne pour un roi nain. Hein. Ah si, là-dessus, si complètement. Je trouve que d'un point de vue stylistique, si on devait mettre dans des comme ça, et même ça correspond, je trouve, au personnage quoi. Enfin, ça correspond au caractère de chaque communauté, ethnie, je sais pas trop comment dire ça. Les elfes proches de la nature, machin, et les nains qui aiment la préciosité des matériaux. Enfin, on est complètement là-dedans.
Enfin, je trouve que c'est une sacrée, c'est une super bonne comparaison. Mm. Voilà. C'est vraiment de la production de luxe, hein, l'art déco. Hein. Donc ça va complètement avec le mental des nains. Et aussi, c'est au principe de raffinement. Enfin, je sais que dans les films, parfois, ils ont dépeint les nains comme étant parfois un peu... mais quand même, ils sont extrêmement raffinés, les nains, à la base. Hein. Ils ont une culture, ils ont un savoir-faire, ils ont... même dans leur prestance, quoi. Il y a quelque chose de très noble. Déjà parce que c'est souvent les figures royales qu'on voit dans les bouquins, enfin qu'on voit dans les films autres. Mais en plus, il y a ce côté passion pour l'artisanat et travail du matériau, quoi. Donc voilà, ouais, le gaïcha, c'est un matériau qui est super agréable parce que ouais, cette peau de squale, requin, c'est une matière très douce et très belle. Enfin, de mémoire, parce que j'en ai déjà vu, mais c'était il y a longtemps, c'est un reflet quasiment un petit peu nacré. Enfin, tu vois, c'est un très beau rendu. C'est pas un rendu brut. Ça brille un tout petit peu, hein, pas beaucoup, mais. Alors, Clément Rousseau, avec d'autres créateurs de son époque, comme Paul Iribe et André Groult. Donc là, Clément Rousseau n'est pas super connu. Là, les noms les plus connus, c'est Iribe et Groult. Fut l'un des premiers à remettre à l'honneur le galucha pendant les années 20. Ce matériau, généralement confectionné avec de la peau de raie, ah oui c'est vrai aussi, ouais, est initialement utilisé au XVIIIe siècle pour décorer des petits objets comme les écrins et les boîtes. Cette horloge de Rousseau incarne le renouveau de cette technique, qui est ici appliquée à plus grande échelle pour décliner avec subtilité les textures et les palettes chromatiques de cette pièce où se mêlent élégance et modernité. Je s'appelle Groot. C'est ça. C'est complètement ça. Ah là là. Je s'appelle Groot. Oh mon dieu, heureusement que je donne... parce qu'à la base, je donnais un cours de design dans une école et c'est vrai que je jamais pensé à Groot. Je s'appelle Groot, c'est énorme. Hop, un palette au milieu. Une petite lampe. Pour moi, ce serait ça. Ouais. Hop, on va la mettre là. Touc. Lampadaire modèle 1079 de Rateau. Il s'appelle Rateau. C'est beau. Don du prince Louis de Polignac. Donc déjà tu sens, hein? Tu sens le client. Avec l'accord de monsieur Yves Lanvin et souvenir de la comtesse Jean de Polignac. Ah oui, c'est vrai qu'on... T'es une femme à travers ton mari. Et en fait, la comtesse de Polignac, c'est la fille de Jeanne Lanvin. Fille de madame Jeanne Lanvin. Voilà. Donc en gros, c'est pour ça que ça vient de la famille de Polignac. Voilà. Donc, comme je vous disais, une clientèle prestigieuse. Alors, conçu pour l'hôtel particulier de la célèbre couturière Jeanne Lanvin, ce lampadaire fait partie des aménagements intérieurs de cette résidence, pensée telle une œuvre d'art totale par Armand Albert Rateau. Putain, c'est chaud son nom à dire, hein. Ce même modèle fut exposé dans le pavillon de l'élégance à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925. Donc en 25, ouais, il y avait une très très grande... on donne très très souvent comme année phare, enfin année d'apogée de l'art déco. Enfin en général quand on pense art déco, on pense à une année, c'est 1925 parce qu'il y a eu cette exposition-là qui était très 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 importante et qui a vraiment donné... c'est le moment clé. Voilà. J'ai pas d'autre manière de le dire. Alors que Jeanne Lanvin partage avec le créateur ce goût pour les formes uniques et les matériaux nobles,
Elle lui confie aussi la décoration de sa boutique Lanvin Sport et la direction de Lanvin Décoration. Après la démolition de l'hôtel particulier en 1965, les appartements privés de la commanditaire sont depuis conservés au Musée des Arts Décoratifs. Oh, c'est chouette ça. Ça, je savais pas. Donc voilà, donc comme je vous disais, le monde de la mode est très 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 proche de l'univers des décorateurs d'intérieur, du monde des ébénistes. Enfin, c'est vraiment un petit réseau finalement. Enfin, c'est un réseau très important de créateurs. Hop. Alors. Bah, je dirais ça, là, dire comme ça. Ouais. Ah voilà, on retrouve la peau de bait. Et on retrouve aussi le principe un peu de la chescurule antique. Hein. Et ça aussi, que ce soit l'art nouveau ou l'art déco, on parle de modernité, mais en fait, on puise vraiment sans souci dans les motifs de l'Antiquité, le XVIIIe siècle aussi, qui est très apprécié en termes de forme de meubles. Oh, ça, c'est dommage. Hein. Ça, j'aimerais bien. Il y a certaines pièces, c'est pas du tout pixelisé, mais celle-ci, ouais, c'est dommage. En puisant son inspiration dans de multiples sources, allant de l'Antiquité aux arts décoratifs orientaux, Rateau réalise un mobilier au style unique et inclassable. Bah, c'est vrai que ça fait quand même très moderne. À titre personnel, je trouve pas ça très beau, mais c'est très très personnel. Hein, c'est pas du tout. C'est juste mon opinion. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très moderne aussi. Hein. Franchement, ça pourrait tout à fait. J'aurais pu imaginer ça dans un intérieur type années 60, hein, sans problème. Ce fauteuil qui appartenait au créateur en est un parfait exemple. Son travail est d'ailleurs remarqué par une clientèle prestigieuse, dont la couturière Jeanne Lanvin, qui commande l'aménagement de son hôtel particulier à Paris. Donc ça, on l'a vu. Un siècle plus tard, il reste l'une des figures les plus emblématiques de sa période et source d'inspiration féconde pour les nouvelles générations. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il est pas très connu, Rateau. Ouais. Enfin, je trouve que Irib a plus influencé, mais oui. Bah après, je connais pas toutes les personnes qui ont poursuivi le truc, quoi. Mais j'avoue, j'aime bien la pendule. Je trouve pas trop mal. Elle est jolie comme tout. Ah, moi, je dirais celui-là. Je dirais celui-ci. Non, alors ce serait celui-là. Bah, ce serait ça, ce serait du geisha, ça. Ah ouais. Parce que ça aussi, ça fait très moderne. Ça me fait penser à une pièce de design japonaise. Ouais. Enfin, d'un designer japonais, c'est pour ça. Le fameux léopard dont tu parlais, mais oui, tout à fait. D'accord. Le chiffonnier anthropomorphe. De Je s'appelle Groot. Voilà de quoi est capable Je s'appelle Groot. C'est vrai qu'on dirait... Tu sais, ça me fait penser dans La Belle et la Bête. L'armoire qui bouge. Ça me fait penser à ça. Bah oui. Franchement, tu vois trop La Belle et la Bête, là. Moi, je vois La Belle et la Bête, là. T'as envie de le regarder, du coup. Ah, c'est malin. Bravo. Inventé au XVIIIe siècle, le chiffonnier est une commode haute à tiroir permettant de ranger le linge. C'est pour ranger les slips. Les slips de soie de Monsieur Groot. André Groot revisite l'esthétique de ce meuble avec des lignes courbes et organiques, évoquant celle d'un corps féminin. Mais, bah vas-y là, t'as cru que c'était nos formes ça? Eh, je s'appelle Groot,
Il est vexant, hein. Parce que bah, ça ressemble à un meuble. Ça ressemble... On n'a pas ces formes-là, nous. C'est vexant. Elle peut pas avoir de chocolat. Bah non. Elle a des pieds, mais pas de bras. Il y aurait eu des bras, ça aurait été rigolo, remarque. C'est clair. Tu m'étonnes. Alors, composer de matériaux nobles comme le galuchat et l'ivoire, cette réalisation anthropomorphe. Putain, anthropomorphe ouais. Ouais. Est présentée dans la chambre de Madame, aménagée par Groot. Mais du coup, il était à qui? Ah d'accord, oh là là. Ok, je croyais qu'on reparlait encore de la fille de Jeanne Lanvin. Non, c'est dans lors de l'exposition du pavillon de l'ambassade française. Donc il devait y avoir... Non, bah non. Non, bah ça doit être... C'est juste que... Ouais, là, pareil, c'est... J'imagine. Bah non, pourquoi ce... Est-ce que ça faisait partie du coup... Attends, qu'est-ce qu'il disait par rapport à... Attends, c'était lequel l'autre? C'était par rapport à ça? Non, je sais plus. Non. Bah ouais, là du coup je comprends pas trop. Est-ce que c'est... Bah non. Ouais là c'est... J'avoue, chambre de madame. Ou est-ce que c'est de manière générale? Ouais, pour moi c'est pas très clair là. Zouf. Alors, la table. Ah, j'hésite avec ça, mais je suis pas très sûre. Attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'hésite. J'hésite entre ça... Ouais, on va tester celui-là. Non. Ce serait celui-là? Ou alors à côté. Je vois pas très bien ça, c'est quoi ça? Bah ce serait ça plutôt vu les formes. Bon bah c'était ça, putain. Bah. Attends, je vois rien là. Faut que je change mes lunettes. Attends. Ça on l'a déjà mis celui-là, non? Bah oui. Merde, j'ai un doute. Mais ça... Mais ça, c'est plus tard ça. Bah oui, c'est pas possible ça. Merde. C'est où? Attends. Ça non, ça non, ça non. Non. Ça j'ai déjà essayé ça. Oui, j'ai déjà essayé ça. Mais ça aussi, c'est pas possible. Bah merde. Non, je l'ai pas mis. C'est sûr? Ah, c'est... D'accord, bah oui. C'est ce que... Oui, ça doit être un mélange de plein de petits bois. Et celui tout à droite. Non, apparemment, c'était pas... C'est ça... je me demande si c'est pas justement... Enfin, celui-là et celui-là... Enfin, les... J'hésite avec 21ème, mais je suis pas très sûre. Puis ça, c'est complexe quand t'as des petites... vignettes, en fait. Enfin, voilà. Il y en a quelques-unes, genre là, la table jaune, je vois tout de suite quelle période, mais ouais, les trucs, bon, quand c'est petit, j'ai un peu plus de mal. Donc là, mais là, c'est un mélange de beaux matériaux, là. Un bureau à cylindre Doucine. Ça fait très nom de lessive. Grâce à Doucine, votre meuble est beau. Ah, c'est Ruhlmann. Ruhlmann, c'est un des grands noms de l'art déco. Oulala, il y a beaucoup de matériel. Alors, plaquage d'ébène de Macassar, vernis sur bâti en chêne, incrustation d'ivoire, bouton, entrée de serrure, sabot en ivoire. Ouais. Intérieur en corail.
Ciré avec filet d'ébène souvent en maroquin noir décoré par Eugénie Hawking d'un motif de cailloutis or, intérieur des tiroirs en loupe d'orme verni. Ah, tu vois quand je disais que c'est pour l'élite sociale, hein? Voilà. Toi, t'as ton vieux meuble Ikea. Voilà. Qui a un mélange de plein de bois différents, enfin de poussière de plein de bois différents. Bah voilà. T'as ça à côté. Et ouais. T'es vénère. Ceux qui vont au ski. Ah mais c'est plus qu'aller au ski là. Là, ils crèchent dans un chalet en haut de la montagne. Hein. Ils ont leur montagne privée. Tu vois. Alors, Rollman renouvelle les arts appliqués en puisant dans l'histoire des formes et des savoir-faire pour créer du mobilier d'exception, à l'instar de ce bureau de dame. Souvent comparé aux ébénistes du XVIIIe siècle, il réinterprète les techniques, les typologies et les styles en réalisant des pièces venant généralement satisfaire les goûts d'une clientèle privilégiée. Fabriqué dans l'atelier B de Rollman, ce bureau est commandé par le Musée des Arts Décoratifs en 1926 et achevé l'année suivante. Un exemplaire similaire est rendu public lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925 dans le boudoir de l'hôtel du collectionneur. Ouais, là j'aurais peut-être inversé parce que du coup, en termes de date, c'est plus logique de parler d'abord de 25 avant de parler de 26. Voilà. Donc en sachant que le musée des arts décoratifs a toujours été un lieu où on prenait vraiment on faisait attention au style qui était contemporain de l'ouverture du... un petit peu avant, qui était en vogue. Donc ils achetaient. Il y a eu une politique d'acquisition très efficace du musée des arts décoratifs qui a pu rassembler énormément d'objets de cette époque 20e qui est assez vraiment incroyable pour en avoir vu une partie. Donc là c'est bon, on a tout. J'aime bien l'art déco. Donc ouais, l'art déco, c'est pas une période très 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 longue, hein. Ils ont poussé jusque 40 parce qu'effectivement on a des productions qui dépassent les années 30. Mais c'est vrai que la grosse période art déco, c'est 1910-1930 en fait. Hein. Donc l'apogée étant 1925 avec cette exposition internationale des arts décoratifs qui va justement donner le nom art déco. Modernisme. Voilà. Modernisme, ça y est, j'ai fini. Less is more. Voilà. Et ça permet aussi de montrer qu'en parallèle de l'art déco, on a d'autres styles, évidemment, qui se développent. Parce que l'art déco, c'est quand même... ce sont des lignes droites, de la géométrie, mais ça peut être vu comme un style chargé pour certains. Et même les matières, ça va être les matières, les formes, donc ça va être, comme on l'a vu, un remploi enfin non, pas un remploi parce que ça veut dire qu'on utilisait, plutôt une remise en avant de matériaux utilisés dans, par exemple, l'Antiquité ou autre, ou de formes anciennes. Le modernisme, l'idée c'est de faire non, vous êtes gentil, votre 18e, on s'en fout. Nous, on veut les nouveaux matériaux, on veut des... c'est le principe de modernité qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller à l'encontre. C'est toujours ça. Hein. Donc, aller à l'encontre de ce qui se passait au niveau de l'art déco. On avait d'un côté ceux qui étaient vus comme des décorateurs pour l'élite sociale et les modernistes qui, eux, se disaient non, mais nous, on essaye de réfléchir, de travailler les matériaux, de repenser l'espace. Voilà, donc on sent qu'il y a des commus. Voilà, il y a la team art déco, la team moderne, et ils s'entendent pas forcément, ou alors ils s'ignorent tout simplement.
Mais visuellement, ouais, l'idée c'est d'employer des matériaux qui sont pas forcément nobles. C'est vraiment de travailler la notion de design, de travailler de comment un meuble peut être utile en fait, les gars. C'est ça. C'est pas qu'un statut social, un meuble. Ça sert à quelque chose. Voilà. Bon bah là, pour moi... Oh, puis là je vais me faire... Attends, je regarde vite fait en termes de période. Oui. Alors. J'hésite. Ouais, c'est bon, c'est ça. La petite transpiration. Alors, table à thé à 2 plateaux. Ça fait fureur dans les... Là, je troll. Ça fait très mobilier de bureau. Hein. Mais pour montrer à quel point c'est différent, on a envie de réfléchir autrement le design, même si on se dit, bon, bah, il aura peut-être mal au cul, on s'en fout. Voilà. Jean Burkhalter. Putain, c'est un pur nom, ça, j'aime bien. Burkhalter. Alors, donc figure majeure du modernisme en France, Burkhalter. Ça pourrait faire une alerte, hein. Burkhalter. Participe régulièrement aux expositions de l'Union des artistes modernes, UAM. Donc voilà. On a d'un côté la team Art Déco, et de l'autre côté, notre team moderne va faire une association, hein, donc ils vont se regrouper sous le nom UAM, ou Union des artistes modernes, dont il est l'un des membres fondateurs. Donc Burkhalter est un membre fondateur. Je vais oublier son nom. Créateur multidisciplinaire, il privilégie la réalisation d'un mobilier léger, facile à déplacer, alliant notamment le bois et le tube métallique, ou encore la tôle émaillée, à l'instar de cette table à thé. Simple et fonctionnelle, celle-ci est composée d'un plateau inférieur pour les pièces de service et d'un niveau supérieur pour déposer les tasses. Ah, je pensais que c'était un truc où tu te posais, tu buvais ton thé tout seul. Don de la famille de l'artiste, elle fut présentée lors de la première exposition de l'UAM en 1930 aux Arts décoratifs. Alors effectivement, le groupe de l'Union des artistes modernes s'est fondé en 1929 et très rapidement, comme ils n'étaient pas forcément encouragés par d'autres structures, enfin ils étaient vraiment en réaction avec la Société des artistes décorateurs. Donc en gros, c'était la société... La Société des artistes décorateurs à l'époque, c'était l'establishment, quoi. C'était vraiment l'institution de base pour toute genre l'art déco, quoi. Voilà, donc c'était des officiels. C'est comme les super artistes officiels, académiques ou autres. En général, ils exposaient... et encore eux-mêmes, à l'origine, ils voulaient être un petit peu en contestation de tout ça, mais finalement, ils se retrouvent un peu piégés là-dedans, dans cet univers un petit peu... Bon, voilà. Et les artistes modernes, ils se sont fait un petit peu refouler par cette société des artistes décorateurs. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah vas-y, chiche, on en fait une expo, nous. Et au final, déjà, eux, ils se sont regroupés en tant qu'association, donc en tant que société, des artistes modernes, et en gros, ils ont simplement demandé au musée des arts décoratifs s'ils pouvaient exposer chez eux. Et le musée des arts décoratifs a dit oui, voilà, direct. Enfin, là-dessus, ils étaient vraiment ils ont toujours encouragé vraiment ce principe de production de pièces contemporaines, enfin de réflexion des artistes. Voilà. Et autre chose, question matériaux, là c'est très important parce que on a le métal. Non, pas le métal, mais l'acier, voilà. Parce que je sais plus quel métal c'était. À l'origine, l'acier, c'est pas du tout pour du mobilier, hein. C'est inédit. Sinon, c'est pas du tout dans le délire d'utiliser l'acier pour faire du mobilier. Non, c'est plutôt de l'architecture, tout ce qui est industriel, voilà. Là, faut vraiment imaginer que d'un côté, vous avez les artistes art déco qui prennent du galucha, de la nacre, de l'ivoire, de l'ébène, tout type de beaux matériaux. Et à côté, t'as la team un peu Ikea, au final, non, mais on n'est pas obligé de prendre des trucs super chers pour faire du bon design, quoi. Enfin, de faire du bon mobilier.
Donc le souci pour eux, c'est de la légèreté, c'est de la modernité. Donc voilà, le Gaïcha, ils s'en foutent, quoi. Concrètement, ils disent foutez la paix à l'arrêt. Ah, pardon. Ikea n'a rien à inventer. Non, non, c'est clair. Enfin, ils n'ont pas inventé, mais ils ont perfectionné le principe de marketing et de formation des vendeurs, aussi de déploiement de tout un réseau de distribution. Ça, ils ont été très très en avance à l'époque. Ils ont formé énormément de designers français. Et pas que des designers français aussi. Il y a une époque où on avait pas mal de... t'avais des boutiques d'ameublement qui partaient faire une sorte de stage dans les années 50, je crois. Années 50, 60 max. 60 grand max. En tout cas, qui partaient faire des stages chez Ikea pour apprendre, tout apprendre en fait de leur technique de comment faire, comment utiliser, comment reproduire un peu le schéma Ikea en France, quoi. Notamment, à l'époque, c'était Habitat. Attends, j'espère que je dis pas de conneries. Si, ça existait qu'Habitat, je crois. Donc, on avait, voilà, plusieurs Roche-Beaubois, tu vois, ce genre de... Enfin, ce genre de parce que oui, Beaubois, ça existe encore, normalement. Habitat aussi. Parce que c'est à la fois des boutiques et en même temps c'est des producteurs de meubles, mais ils ont énormément appris d'Ikea en fait. Par contre, je dis pas qu'ils ont fait d'Ikea, mais juste qu'ils ont vraiment pris les techniques de management, de marketing et tout ça. Enfin, ils ont beaucoup appris grâce à eux. Oui, c'est pour ça. Enfin, j'en ai déjà vu. T'en vois souvent à Paris, quoi. C'est juste que le nom a pas mal évolué à cause des partenariats. Parce qu'à la base, Roche-Beaubois, c'était d'abord un partenariat avec un fabricant de parapluies. Enfin, voilà, l'histoire de Roche-Beaubois, c'est un peu particulier. Et c'est plusieurs familles qui, en fait, ont fait des associations. Et qui, c'est devenu Roche-Beaubois, Beaubois, etc. L'horloge. Alors là, c'est là où j'hésite entre ça et ça. On va essayer celui-là. Non, bah c'est celui-là alors. Voilà. Ouais, j'ai hésité. L'autre, ça doit être plus années 50 du coup, je pense. L'horloge. Avec la modernité, l'horloge se montre de plus en plus discrète jusqu'à en perdre même parfois sa propre monture, ne laissant place qu'aux simples aiguilles et numéros. Comme le dessine Robert Mallet Stevens dans la Villa Cavrois, les horloges deviennent dès lors des appels graphiques dans l'espace. Oh, c'est beau. C'est bien écrit, j'aime bien. Des éléments de temps en suspension. C'est si romantique. Non, c'est bien écrit. Laurent de Comines répond donc ici par son dessin contemporain à l'esthétique des modernes, dessinant au-dessus de la porte des éléments graphiques, symboles au-delà d'un esprit nouveau, comme le citait Le Corbusier, d'un temps nouveau. D'accord. Bah ouais, et en même temps, c'est... Je troll, hein, mais c'est des chiffres romains, les gars. Ah, modernité, hein. C'est des chiffres romains. Oh non, pas le débat chiffres romains, pitié. Hein. Au secours. Non, mais elle est sympa comme horloge. Bon, par contre, elle fait super simple. Très moderne, du coup. 20-40, bah normalement c'est... Oh putain, comment il s'appelle, lui? Ah, je sais plus son nom, merde. Attends, des fois, il y a des trucs comme ça qui t'échappent. Ce serait celui-là, du coup? Bon, ouais, tiens, voilà. Ouais, mais c'est juste après, bon d'accord. C'est ok. Lampe de bureau, donc le chevalier, ouais. Donc le chevalier, pareil, nom assez connu. Donc c'est une lampe qui vient de l'agence d'architecture de Robert Mallet Stevens. Donc Robert Mallet Stevens, c'est l'un des fondateurs de l'Union des artistes modernes. C'est un architecte très 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 connu, qui est très connu, mais qui finalement n'a pas énormément d'œuvres de lui. Enfin,
Robert Louis Stevenson, notamment, c'est le gars, lorsqu'il passe en... Parce qu'on trouve certaines de ses pièces en vente aux enchères, tout de suite ça flambe parce qu'il n'y a pas énormément de pièces de lui, donc forcément on fonce dessus. Donc situé au 12 rue Mallet Stevenson, putain, le mec il a une rue à son nom quoi. Pardon, désolé, je le ferai plus. Ou pas, je sais pas. Non, j'aime bien aussi, j'aime bien ce humour de merde. Non, par contre je me rappelle plus c'était quoi le nom de la rue avant. Ça aurait été bien de savoir le nom de la rue avant. C'était rigolo. Penser comme une véritable sculpture. Ouais. Ouais. Oui, c'est une forme dans l'espace, c'est sûr. Tout à fait. Là, je vois un gaufrier, excuse-moi, mais je suis désolée, je vois un truc du fait. Un truc à Panini. Voilà. Pardon, ça c'est mon esprit malade qui voit de la bouffe, peut-être parce que j'ai faim. Attends, on est où là? Alors, penser comme une véritable sculpture, elle puise ses formes dans les principes rationalistes qui émergent pendant l'entre-deux-guerres. Oui, donc voilà, en fait. Le rationalisme. En même temps que... Enfin, à la fin de l'Art Nouveau et durant l'Art Déco, on a effectivement ce style qui s'appelle rationalisme. Bah, comme son nom l'indique, c'est chiant. Pardon, je suis désolée. Mais le rationalisme, en fait, c'est... Enfin, je vois pas... Le mot est parfait, quoi. C'est vraiment remettre... rationaliser, finalement, les éléments à leur plus simple, leur forme leur plus simple. Enfin, on va vers l'essence même des choses, quoi. Mais c'est juste que c'est très lié à une esthétique industrielle. Donc j'adore l'esthétique industrielle, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le rationalisme qui me botte pas. Voilà. Un grill sans graisse. Voilà. Ou pour ranger le papier alu. Oh, mais ça, tu sais pourquoi le fil est tirable? Ah mais oui, on pourrait l'allumer, mais t'as trop raison. Putain, le pauvre, le chevalier, là, il se retournerait dans sa tombe. Hein. Ah, il se dirait, putain, vas-y, ils ont rien compris à mon truc, là. Sobre et fonctionnel, ce luminaire est composé de matériaux nouveaux comme l'aluminium. Et on n'est pas loin, hein, on retrouve le principe de l'aluminium, hein, du panini, déroulage à aluminium, etc. Et l'ébonite, ah oui, l'un des premiers matériaux plastiques. Son diffuseur semi-cylindrique permet de canaliser l'intensité de la lumière. Oui, donc un lampadaire. Tandis que sa base sert de porte-crayon. Et oui, plusieurs usages, c'est pratique. Le chevalier présente un modèle semblable lors de la première exposition de l'Union des artistes modernes au MAD, donc Musée des arts décoratifs, en 1930. Incroyable. Ouais, je sens un tout petit peu la musique. La chaise. Ah. Non, ça c'est les... Putain, c'est les... Merde, c'est les IMS, ça. Attends, je vérifie vite, pour moi c'est les IMS. Prouvé. Oh putain, là. Mais oui, on est en France, mais quelle excuse que je suis bête. Oh là 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 là. Je suis très bête. Désolée. J'ai honte. Je me flagellerai. Non, en fait, ça, dans l'histoire du design, c'est de la base et j'ai fait une erreur de... Incroyable. Une monstrueuse erreur. Non, je sais plus tard. Oui, pardon, je sais plus tard. Mais prouver... Bah si, prouver. Non, tu veux pas te prouver? Tu veux le Corbusier? Bon, bah le Corbusier, hein. Enfin, c'est pas que le Corbusier, attention. C'est un... Et puis, c'est un peu bizarre, c'est un peu trompeur parce qu'il manque un petit peu le tissu, tu sais. Hein. Mais non, tape sur l'épaule. non, plutôt le pote... Ah, tu vois, t'es nul. Ah non, mais là, la honte. J'ai honte, les amis. J'ai très honte. Je m'excuse. Voilà, je vais faire une Jospin. J'en tire les conséquences en me retirant définitivement de l'empire du mobilier.
Au revoir. Donc, mais c'est les mêmes époques, voilà. Donc non. Ça, en fait, donc c'est une chaise fauteuil à bascule fait par... ils étaient trois, hein. Il y avait Jeanne Ray, donc Le Corbusier, il y avait son cousin, Pierre. Alors voilà, attends. Charles-Édouard Jeanneret, c'est Le Corbusier. Il y avait aussi son cousin, qui s'appelait Pierre. Et la troisième personne qui a participé à ce projet, c'est Charlotte Perriand. Donc c'est un projet collectif. Là, on est vraiment dans la notion aussi de design. On est sur une réflexion sur l'utilité des éléments, comment ils peuvent être aussi le plus ergonomiques, le plus efficaces, etc. Et c'est vraiment un projet fait par ces trois-là. Donc ça a été édité par la suite par Tonnet, donc dès 29 normalement. Ils disent quoi eux? Édité par Tonnet, 28, non, 28 sa création du modèle et 30 éditions. Ouais, bon, ils avaient commencé à avoir des petits contrats en 29. Oui, bon, ok. Ah non, d'accord, non, parce que je repense à des modèles qui ont connu un très très beau résultat de vente. Et c'était des modèles de 29, c'était avant l'édition Tonnet. Voilà, c'est pour ça. Alors, donc là, on a donc cette chaise longue à bascule et il manque en fait le tissu pour se poser. Donc présenté au Salon d'automne de 1929, le premier modèle de cette chaise longue basculante réalisé par le trio Le Corbusier, Perriand et Jeanne Ray est ensuite édité l'année suivante sous le nom B306 par la firme Tonnet. Conçu avec des matériaux nouveaux pour l'époque, comme le tube en acier, cette assise mêle formes épurées et fonctionnelles, adaptée à la position du corps avec son appui tête et son inclinaison variable. Celle-ci est pensée de manière rationnelle, tel un équipement pour la vie quotidienne, afin d'optimiser le confort de son usager. Pardon, c'est bafouillé. Pendant les années 40, Perriand fabrique une nouvelle version en bambou. Aujourd'hui considérée comme une icône de la modernité, cette chaise longue est, depuis les années 60, diffusée par Cassina sous le nom de LC4. Et oui. Café froid, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc un très très beau projet collaboratif. Attends, là aussi ça va être chaud là. J'hésite entre ça et ça. Ah non, ça c'est... Mais non, ça c'est italien, ça. C'est les années... Ça fait penser à... Putain, comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave, mais il y a un designer italien extrêmement connu. Je perds tous mes mots, c'est génial. Allez, on va essayer celui-là. Oui, bah ça pour moi c'est Perriand. Là, comme ça, je dirais du Perriand. Hélène Gray. Waouh, elle a fait ça, trop beau! Hélène Gray, c'est un... C'est une designer, ou on peut dire ça comme ça. Elle a fait des choses merveilleuses. Donc là, c'est pas la chose la plus belle qu'elle ait faite. Elle a fait notamment de très beaux paravents avec des sortes de petits morceaux, enfin des petits carrés que tu peux un peu tourner pour créer un effet. Et en fait, Hélène Gray, ce qui est rigolo, c'est que c'est une créatrice qui est à la fois dans l'art déco et dans le modernisme. Donc elle va surfer entre tous ces milieux-là. Elle va proposer à la fois des choses très art déco et des choses très modernes. Donc c'est pour ça que sur le coup j'ai pensé que c'était du Perriand, parce que ça ressemble un peu à du Perriand vu comme ça. Oh, c'est du pain de l'Oregon. C'est joli. Peach pain. Ça, ce mot peach pain, il me fait toujours rire. Il est très très mignon comme mot. Donc aluminium, oui, c'est du coup, ouais, c'est pour ça que comme c'est des matériaux un peu particuliers, ouais, tout à fait. Donc conçu en 26 par la créatrice irlandaise Hélène Gray, la coiffeuse paravent révolutionnaire dans sa fonction vient offrir, une fois accrochée perpendiculairement au mur de la chambre, oh putain, là, la phrase, elle est longue la phrase là. Au-delà d'une simple fonction de rangement, un espace d'intimité dédié à la toilette. Elle peut rentrer dedans, c'est ça? Il y a une douche dedans en fait. Ces lignes
épurée comme élégante, répondent à l'architecture de la villa E1027, icône de la modernité, conçue à 4 mains par Eileen Gray et Jean Badovici. Oui, c'est pour ça qu'il y a le côté aussi, voilà. Ici, les pièces de mobilier comme la coiffeuse par avant répondent à tous les standards d'un nouveau mode de vie, manque le 2. Oh putain, la meuf, qu'est-ce qu'elle chante. Oui, je sais, je suis chante. Où fusionnent dorénavant, dans une forme de modernité lyrique, l'espace, le corps et l'âme. Quoi? Attends. Ouais. C'est un peu complexe là. Enfin, je trouve que c'est un peu. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas la place pour construire une telle pensée. Et moi, c'est genre le genre d'éléments où je me dis ouais. Voilà. Hein? Tu vois. Toi-même, tu sais. Ce modèle-ci de coiffeuse fut conçu pour le studio de Jean Badovici à Paris dans ce même esprit qu'à la Villa E1027 et dans l'intention de séparer le salon d'un minime espace intime. Bah, attends. Mais je croyais que c'était un truc... Le salon d'un minime espace... Ouais, est-ce que c'est très intime ce truc-là? Pour ça, Ok, je demande la configuration de la pièce. Et tu vois, là, je trouve que ça aurait été pas mal, parce que sincèrement, je m'en rappelle plus de la... Enfin, si, je l'ai vu lors d'une expo, mais c'était il y a longtemps. L'architecture de la villa E1027, là, je trouve que ça manque d'illustration. Enfin, là, ça me saute aux yeux, mais c'était... J'avais déjà la même pensée, notamment, parce qu'à un moment donné, voilà, il parle de... quand on était sur Jeanne Lanvin et tout, qu'il y avait qu'il y a les pièces de l'appartement, mais j'imagine qu'il y avait aussi des photos. Donc tu vois, je trouve que ça manque un petit peu de visuel pour qu'on puisse voir un petit peu tout ça. Parce que moi, je me rappelle plus. Après, j'ai envie de dire, Google est ton ami aussi, hein, donc on peut tout à fait regarder. Mais moi, j'aime bien... voilà, que ce soit direct. Ou qu'on puisse, tu sais, aussi cliquer sur les noms, parce que... donc Eileen Gray, on a compris, c'est une créatrice, ça vient d'Irlande, machin. Mais Jean Badovici, c'est pas clairement dit qui c'est. Donc, après, on est en mode expert, hein, donc... mais de mémoire, les textes du mode expert, c'est le même que le mode normal. Donc, ouais, je trouve... Ouais, ça pourrait... ça gagnerait vraiment en éléments comme ça. Du coup, putain, c'est là où... Ah, pour moi, ce serait... Parce que ça me fait penser à... Ah non, c'est plus... Les pieds sont plus balèzes. Ça me faisait penser un petit peu à du Périllon, mais un tout petit peu, finalement. Ça, j'ai du mal à voir ce que c'est, ce truc-là, là. Donc ça va être... Ah, il le mettre là, direct, ici? Bah non. Mais je suis bête, j'ai déjà mis... Oh là 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 là. Ça va plus, hein. Ça va plus. Ça ne va plus, les gens. D'accord, d'accord. Ok. Il nous en reste quoi? Attends, il nous reste 45 ans, 60, 70... Ah ouais, il nous reste tout ça. Putain. D'accord, d'accord. Et du coup, ça veut dire qu'on va devoir continuer le jeu. Allez là. Non, parce que je vais pas pouvoir non plus... Après, j'ai une petite conférence à préparer. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas rester trop longtemps. Donc pour le jeu, je préfère m'arrêter là, pour ce jeu-là. Par contre, pour finir, je me ferais bien une petite partie de GeoGuessr. Une Famous Places. Voilà, un petit truc en mode, allez, t'as 5 minutes pour faire... hop, je ferais bien ça. Enfin, on va faire ça. Mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien. Enfin, encore une fois, il y a plein de choses à améliorer dans le jeu. Mais il y a ce côté extrêmement plaisant quand même. Hein. Moi j'aime bien. Puis il est dans... Enfin, tu vois, quand tu prends le temps de le faire, ça va, ça te prend quelques journées, c'est bien ça. Ou si t'as envie de squeezer des époques que t'aimes pas et tout...
Mais je trouve que c'est vraiment pas mal pour comprendre que bah, quand tu regardes d'une époque à une autre, il n'y a pas à ce point de différence quoi, sur la manière de se meubler et tout ça. Je trouve. Je trouve. Voilà. Voilà. Donc ouais, hop, on fera la période 40, 50, 60, 70, jusqu'à aujourd'hui. On fera ça peut-être jeudi ou mardi, on verra bien. On verra bien. Parce qu'il y a... ouais, c'est vrai qu'on peut continuer ça. On verra. Écoutez, on verra.